influences étrangères. Les produits, oui, les produits bien sûr, parce que des produits venant surtout des pays étrangers, mais je pense que c'est surtout des techniques qui nous ont intéressés. Les techniques, tout à l'heure tu parlais du poisson cru, Roland parlait du wok, souvent des cuissons courtes, souvent des jus plutôt que des sauces lourdes, beaucoup l'approche du légume, à travers aussi une cuisine méditerranéenne, une cuisine provençale, la cuisine des légumes. Donc tout ça, c'est des techniques qui sont rentrées dans la cuisine française, des techniques qui n'existaient pas forcément. Alors ça, il faudrait qu'on fasse un petit arrêt sur image sur la notion de vapeur. La cuisson, tu disais tout à l'heure, tu étais revenu et tu as été obligé d'acheter du matériel local qui était du matériel pour faire de la cuisson vapeur. Parce que c'est vrai qu'il était très difficile à l'époque de faire de la cuisson vapeur. Enfin, on connaissait quoi? Qu'est-ce qu'on connaissait en cuisson vapeur? Quelque chose qui était pas vraiment français, qui était le couscoussier, quoi. Tout à fait. Donc la cuisson vapeur qui était vraiment pas... Et là, avec les cuissons asiatiques, on est retourné sur la notion de vapeur, comme ça correspondait à un moment particulier qui était aussi la réflexion sur le diététique, et que la cuisine vapeur apportait beaucoup au diététique. Bon, ça c'est l'apport de Michel Guérard. C'est élaboré toute une réflexion sur le matériel. Hein, on est dans une pratique sociale, les infrastructures déterminent quand même souvent les superstructures et vice-versa. Mais là, il y avait vraiment un problème d'infrastructure, c'est-à-dire par quel matériel on allait développer ces pratiques sociales que sont la cuisine. Et ça a été tout le travail sur la cuisson vapeur et sur le four vapeur. Je voulais juste dire que quand même, on n'a pas le même âge, mais on n'est pas très loin. Roland Durand non plus. Je pense, enfin moi personnellement, cette transformation de la cuisine aujourd'hui, dite fusion, elle est quand même pas d'aujourd'hui, quoi. Elle est pour moi des années 70, parce qu'à l'époque, la dite nouvelle cuisine, sur laquelle on a craché beaucoup, nous a quand même, nous jeunes cuisiniers à l'époque, autorisés à faire tout et n'importe quoi. Alors je dis bien tout et n'importe quoi, mais en même temps, on nous disait, écoutez, répertoire, etc., vous pouvez gardez-les, parce que c'est intéressant. Il y a des bonnes bases, et je continue d'ailleurs à le dire dans ma cuisine. Mais à l'époque, on nous a dit, la sole, truc, machin, Marie-Antoinette, vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, vous pouvez la faire autrement. D'ailleurs, vous n'êtes plus obligé de l'appeler Marie-Antoinette, vous pouvez l'appeler je ne sais pas quoi. Et donc ça a été pour moi la liberté, et ça a été l'autorisation de ce qu'on a aujourd'hui. La possibilité de transgresser. Voilà. Ouais. En fait, c'est vrai, la cuisine fusion était aussi une bonne raison de transgresser les modèles un peu étouffants qu'il y avait avant. Alors, je voudrais finir quand même sur les techniques et sur les cuissons. Pour les cuissons, est-ce que vous, par exemple William et Roland, est-ce que vous êtes lancés dans davantage de cuisine vapeur qu'avant ou pas? Alors moi, la vapeur, c'est pas mon truc du tout. J'en ai, bien sûr, je l'ai expérimenté, etc. Mais je trouve que c'est pas vraiment un révélateur de saveur. Bon, si on veut faire quelque chose de vraiment light, ça va. Mais moi, j'aime bien. Je suis parti. Ce que j'aime, c'est la cuisine sautée, quoi. Rapidement, vivement. Mais il faut caraméliser un peu les surfaces. Il faut apporter de la saveur à l'élément. La vapeur, c'est un peu un lavage. C'est bon si on a vraiment envie de maigrir et de bien contrôler les calories. Bon, on peut faire des tas de choses avec, évidemment. Mais sensuellement, déjà, ça me mange pas la vapeur. Donc, et William? Une vapeur, je l'utilise. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui est un petit peu pour moi la définition de la cuisine que je pratique, parce que je trouve que la cuisine c'est quelque chose de très personnel. On se retrouve autour d'une même table et il y a des mots qui reviennent et on a tous des mots communs. Je crois qu'avant tout la cuisine pour moi, je l'ai commencé un petit peu tard. J'avais 20 ans quand je suis rentré la première fois dans un restaurant. La cuisine c'est d'abord un jeu et une passion, un jeu avec ses disciplines et ses règles. Mais c'est tel que je le prends, moi. Jeu et passion. C'est un jeu de mise en scène, de ce que la nature nous offre, de couleurs, de techniques. Et puis en même temps, c'est ne surtout jamais oublier que c'est avant tout un moyen d'expression. C'est-à-dire qu'à travers la cuisine, on s'exprime totalement, on exprime des envies, on exprime des humeurs,
on exprime une sensibilité, on exprime des découvertes. Mais pour exprimer toutes ces choses-là, je crois qu'il faut être très curieux et il faut voyager, il faut avoir envie de découvrir. Moi, j'avoue que j'ai eu une véritable fascination pour le Japon, pour la Thaïlande. Ça peut être, je dirais, les épices d'Orient, mais j'étais dans ces deux pays et c'est vrai que j'ai eu un vrai révélateur. Et j'ai découvert plein d'autres choses, des racines, des herbes, une culture du produit. Alors, tous les rhizomes, toutes les herbes, tous ces parfums, toutes ces saveurs dont parlait Roland tout à l'heure, on les trouve dans toute l'Asie, que ce soit la Thaïlande, le Vietnam. Ce sont des ingrédients extraordinaires. C'est-à-dire que ces gens ont une cuisine, cette cuisine de rue, c'est tous ces marchés locaux, et vous trouvez, je dirais, la richesse extrême, c'est capable de vous révéler des parfums sublimes. Et moi, je me suis dit, ces parfums-là, j'en ai besoin dans la cuisine que j'ai envie de pratiquer. Et je les utilise pour mettre du relief et pour mettre en valeur tous les produits que j'utilise. Le Japon également pour une autre raison, c'est que le Japon, j'ai découvert là-bas autre chose, j'ai découvert une culture, la culture du produit sublime. C'est-à-dire que je pense qu'au Japon, je trouve que la médiocrité n'existe pas. Et Patrick parlait tout à l'heure du grand marché aux poissons de Tokyo. C'est également un révélateur. C'est-à-dire que quand on passe sur ce marché, c'est vibrant. Et je crois qu'un cuisinier aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui doit être aussi encore capable de vibrer devant des racines, devant des herbes, devant des parfums. Il faut être capable encore de s'enthousiasmer devant, je dirais, des légumes de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes. Pour ça, il faut encourager, je dirais, le travail de maraîchers qui sont là pour nous proposer ces produits. Et pour moi, c'est l'âme de la cuisine. Je veux dire, il faut absolument être capable d'être un petit peu comme un gosse devant un magasin de jouets, avoir plein de choses, des couleurs, des parfums, des odeurs, et avoir envie de tout prendre, de tout essayer, et de combiner vraiment la cuisine que l'on aime. Ça, c'est un petit peu la définition de la cuisine. Alors, par rapport aux produits, par rapport aux techniques, c'est la même chose. Chez nous, on a appris des techniques. Moi, j'ai appris des techniques auprès de certains chefs, des techniques de la cuisine française. Je crois que c'est important. C'est qu'à l'autre bout du monde, on a oublié, c'est qu'il y a aussi des grands chefs. Évidemment, on en parle moins parce que c'est à l'autre bout du monde, c'est sur le continent asiatique, mais qui réalisent également des choses extraordinaires. Moi, quand je vois un cuisinier chinois, je suis également emballé et fasciné devant sa facilité de travailler et devant sa dextérité. Quand je vois un chef sushi dans un bar, sa dextérité pour couper, je dirais, la découpe du poisson, où c'est un art, ça me fascine également. Donc, cette soif de découverte, elle ne va pas non plus sur les produits, elle va également sur les techniques qu'on peut rencontrer dans ces pays. Et après, c'est également à chacun, avec sa sensibilité, avec sa perception des choses, c'est de comprendre. Il ne s'agit pas de réintroduire un produit et de le jeter comme ça sur un plat ou d'avoir vu une technique et de dire je vais la réessayer. Je crois que c'est très important, c'est de vouloir absolument la comprendre. Donc c'est comprendre une culture, c'est comprendre ses techniques. Et après, avec sa sensibilité et l'envie d'exprimer le message qu'on a envie de faire passer, c'est de les réinterpréter à sa façon. Sur le plan oui, des techniques, Jacques, est-ce qu'il y a des techniques maintenant que tu utilises dans les différents restaurants qui sont des restaurants typiquement fusion, pas le gastro de Montpellier, que tu n'employais pas avant? Oui, forcément, on s'est inspiré des techniques des cuisines étrangères parce que d'abord, ça correspondait d'abord à notre envie, à notre personnalité, et puis ça correspondait aussi à une évolution de la clientèle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que à travers la cuisine que l'on fait, on l'a fait pour faire plaisir à nos clients. Et il y a des tendances qui se dessinent aujourd'hui. Les tendances, c'est quand même aussi de se tourner beaucoup vers des cuisines ethniques. Donc aujourd'hui, l'évolution de la cuisine française, elle a suivi aussi l'évolution de la clientèle, ou le contraire, la clientèle a aussi suivi l'évolution de la
la cuisine française. Donc finalement, les techniques, oui, parce que bon, le cru c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup actuellement. Parce que ça correspond d'abord à un besoin des clients de manger plus sain, de manger naturel, de manger plus light. Donc le cru correspond aussi à une tendance. Les cuissons des légumes, par exemple, les cuissons des légumes très peu poussés, des légumes qui restent croquants, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus utilisé, oui, depuis longtemps dans la cuisine française d'ailleurs. Parce qu'on fait attention au produit, à garder son parfum, à garder son goût, à garder sa valeur nutritive, et parce que aussi pour nous c'est une façon de pouvoir amener dans notre cuisine une particularité par le croquant, par plusieurs sens qu'on va sortir de l'utilisation des produits. Donc finalement, les techniques sont importantes. Et puis après, il y a les mélanges des saveurs. Par exemple, le salé sucré qui existait très peu dans la cuisine française est apparu depuis quelques années. Et aujourd'hui, on retrouve souvent de la douceur dans les plats, alors que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ça vient beaucoup, je pense, de la cuisine chinoise, par exemple. Dans la cuisine moyenne-orientale, au Liban ou la cuisine d'Afrique du Nord, qu'est-ce que tu as tiré de ces cuisines pour des plats que tu as mis à la carte? La cuisine, pour moi, la cuisine orientale, elle est essentiellement basée sur la cuisine, les saveurs qu'on peut retirer de la cuisine marocaine ou la cuisine même libanaise, et c'est souvent lié aux épices. Donc c'est une cuisine qui est relevée, mais pas relevée sur du piquant comme on peut retrouver en Asie, sur du pimenté, mais plutôt sur de l'épice, sur du parfum. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de la cuisine marocaine, de la cuisine libanaise pour les parfums, justement. C'est la jonction de quel type d'épices exactement? Enfin, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'on reste pas que... Oui, après tu déclines sur le cumin, sur le curry, sur plein d'épices qu'on peut retrouver sur tous les marchés du Maghreb, par exemple. Et puis après, les saveurs autour de la menthe, les saveurs beaucoup quand même, toutes ces saveurs qui sont assez pointues, assez méditerranéennes, bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'huile d'olive aussi. Parce que l'huile d'olive, c'est un produit qui nous réunit tous finalement autour d'une cuisine et d'une idée de la Méditerranée. Donc il y a des produits phares comme ça qui ressortent vraiment des cuisines de l'Orient et du Moyen-Orient. Alors, dans les différents restaurants que je rappelle, donc tu as un restaurant à l'île Maurice, un au Japon, un à Bangkok, En Chine. et puis l'énorme à Shanghai. Bon, quel type de cuisine tu fais dans ces différents restaurants? Donc sur ce qui est de la partie des restaurants gastronomiques, donc à Tokyo, à Bangkok et à Shanghai, c'est une cuisine typiquement française, mais c'est la cuisine signature pour celle, c'est-à-dire on va et on est venu nous chercher à l'étranger pour réaliser une cuisine française. Donc il n'est pas question pour nous d'aller en Asie pour réaliser une cuisine asiatique, surtout pas. Et j'étais à Bangkok dernièrement, enfin la semaine dernière, et par exemple on avait élaboré un menu, et moi j'avais proposé qu'on travaille le cochon dans le menu, et le chef sur place il m'a dit: chef, le cochon, il ne faut pas travailler le cochon dans le menu, parce que le cochon c'est un produit qu'on peut manger partout à Bangkok dans la rue, et c'est un produit qui n'est pas un produit haut de gamme, et c'est pas ce que les Thaïlandais recherchent dans la cuisine française. Voilà. Donc finalement, on va vraiment là-bas pour faire de la cuisine française, mais de la cuisine française signée pour celle, donc avec ses particularités, sa signature, et donc une ouverture aussi vers les cuisines du monde. Mais on va là-bas, en Asie pour faire de la cuisine française. Oui, mais de la cuisine française qui est quand même déjà, qui n'est pas la cuisine traditionnelle française. Non, Parce c'est que une cuisine française. en ayant été client, en ayant mangé Bien par sûr. exemple à l'île Maurice, c'est une cuisine française qui s'est ouverte vers d'autres cuisines. C'est une cuisine française qui est créative, mais qui garde quand même des racines méditerranéennes. Moi, ce que je crains souvent dans le mot fusion et dans la cuisine fusion, c'est que l'on s'y perde et que de fusion, on passe à de la confusion. Donc, je pense que pour moi, c'est un peu, c'est ce qui souvent me fait rester un petit peu sur mes gardes, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, j'ai mangé des cuisines fusion dans certains restaurants
où c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait de tout et de n'importe quel mélange dans les assiettes. Et ça manquait d'harmonie. Et ce qui est important pour moi, c'est dans la cuisine, c'est de retrouver de l'harmonie dans l'assiette, de l'harmonie au niveau du goût, au niveau des saveurs, au niveau de la présentation. Et, pour moi, c'est très important, l'harmonie qu'on peut retrouver dans la cuisine. Ça, c'est un point important de ce type de cuisine. C'est que toute cuisine est basée au départ sur une structure. Il faut qu'il y ait une structure. Un homme de marketing dirait un positionnement, parce que ça, c'est le côté extérieur, avec des lignes de conduite. Le problème de la cuisine fusion, c'est élargir énormément toutes les sources pour pouvoir intégrer. Mais après, c'est ce dont tu viens de parler, c'est comment restructurer en ayant absorbé autant de choses différentes. Et ça, c'est un gros problème. Alors, si on veut rentrer dans le détail un peu des plats, William, toi, tu fais une cuisine qui apprécie beaucoup toutes les jeunes femmes parisiennes, mais... c'est pour le chef. Si on entre un peu plus dans le détail des plats que tu fais, oui. Qu'est-ce que ça donne après comme... Ça donne... Moi, j'ai pris tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire dans ce que j'ai appris. Après, j'ai décidé que j'avais envie de réinterpréter comme je le souhaitais. Je vais donner un exemple tout bête. On va prendre l'exemple d'une soupe de moule, par exemple. Une moule marinière, peut-être. Je ne connais pas très très bien mes classiques. Je suis pas... Bon. Mais les MOF, c'était quel est l'important pour ça, je crois c'est d'avoir la moule de qualité, c'est de savoir celle qui va vous procurer le meilleur jus, c'est de savoir la cuire. Voilà. Après, la façon dont vous allez préparer, moi je vous donne un exemple, je la prépare avec du lait de coco, de la feuille de lime, de kaffir lime et de la citronnelle, et j'obtiens des parfums complètement différents. Ceci dit, qu'est-ce qu'il me reste? C'est la texture des moules, la qualité de la cuisson et la qualité du jus. Après, l'interprétation, elle est totalement personnelle. Et je me suis aperçu qu'en fait, on peut réinterpréter quasiment tous les plats, tout ce que peut comporter, je dirais, les grands classiques de la cuisine française. Même par exemple une blanquette, qui est un plat emblématique. Je crois que si on fait un sondage, c'est peut-être un des plats qui arrive en premier. Qu'est-ce qui est important dans un plat de blanquette? C'est de connaître, c'est le basique, c'est de connaître le morceau de veau idéal. Évidemment, c'est la qualité du veau. Le morceau de veau idéal qui va convenir à un type de cuisson, qui est un bouillon. Et après ça, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous voulez, à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. Moi, c'est vrai que je vais apporter tous ces ingrédients qui viennent d'Asie. Pourquoi? Parce que je considère qu'ils sont là pas pour dénaturer, parce que ça, j'ai pu l'entendre. Je ne vais pas saupoudrer de tel ou tel ingrédient. Ça va devenir structure du plat. Et ça va donner des parfums totalement différents. Et c'est là pour mettre du relief toujours, et pour souligner le produit, jamais pour le dénaturer. Et je crois que c'est ça qui est important dans la cuisine d'aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les grandes bases, c'est-à-dire la connaissance des produits est très importante, la maîtrise des cuissons est très importante, mais après, on a codifié, tout a été codifié dans la cuisine. Je trouve qu'à un moment, on arrive à un moment donné, il faut décodifier, et il faut revoir plein de choses. L'histoire a été écrite, on ne peut pas vivre que sur l'histoire, il faut aussi continuer de l'écrire. Ce qui serait intéressant, c'est pour avoir des exemples concrets de tout ce qu'on avance là depuis tout à l'heure, que chacun vous donniez un ou deux exemples de plats que vous pratiquez en ce moment, pas celui que vous avez pratiqué il y a 14 ans quand vous avez découvert l'Asie ou ailleurs, mais des plats que vous pratiquez et qui sont des exemples précis de réintégration totale donc de ces éléments d'influence extérieure. Alors, Roland? Alors, juste pour m'échauffer, la cuisine fusion, c'est pareil. J'aime pas du tout le mot, je l'emploie jamais. D'ailleurs, je crois bien que c'est la première fois. Il a fallu que tu m'amènes là pour que je prononce cette chose-là. J'aime pas du tout le terme fusion. Et vous m'avez tous fait un grand Ouais, il plaisir. faut plus faire ça, Georges. J'ai compris, merci. Non, par contre, la cuisine d'influence, de métissage, de rencontre, etc., c'est tout à fait ça. Et
j'ai remarqué que les cuisines japonaises et chinoises qui sont les plus structurées, je dirais les plus intellectualisées, sont des cuisines faites par les hommes. Et que les cuisines de parfum les plus sensuelles, celles que j'aime le plus personnellement, la cuisine marocaine notamment et la cuisine thaïlandaise, les cuisines de parfum sont des cuisinières qui les réalisent. J'ai travaillé à l'hôtel Régent à Bangkok, qui est devenu Four Seasons aussi, et maintenant, et ils ont un très bon restaurant qui s'appelle le Spice Market. Et dans la brigade de cuisine, vous avez peut-être une cinquantaine de personnes et il y a un endroit où il y a juste les femmes et elles s'occupent uniquement de cette cuisine thaïlandaise. Tout le reste, la cuisine internationale, les banquets, tout ça, c'est les hommes qui le font. Et au Maroc, c'est la même chose. Pour faire une cuisine marocaine top niveau, il faut la patte d'une femme. C'est les femmes qui savent la faire, qui en sont les dépositaires. Voilà, donc ça explique, ça peut s'analyser, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a deux sortes de cuisine, la bonne et la mauvaise, hein, c'est surtout ça. Il faut que ça soit bon, il ne faut pas que ça soit intellectuel, beau ou autre chose. Ça peut l'être, bien sûr, hein, mais je veux dire, la base de tout, c'est destiné à être mangé, à donner du plaisir. Et ce qui est important, c'est que ça soit bon avant toute chose. Il faut qu'on mange. Quoi, hein. Un exemple de tes plats, des plats que tu pratiques en ce moment? Ah, j'aime bien faire un poulet de Bresse sauté à la minute. On le coupe en morceaux en lui laissant les os. J'utilise que les cuisses pour ça, parce que le blanc sèche un peu. Poulet sauté à la minute avec un peu d'ail écrasé. Ça, jusque-là, c'était Miral, le pape de la volaille de Brest, qui m'a expliqué de faire sauter un poulet comme ça qu'il le fait chez lui. Cuit à la minute, coupé grossièrement, sauté à la poêle, un couvercle dessus pour que ça aille un tout petit peu plus vite, déglacé au vinaigre, de l'ail, et c'était tout ce qu'on mettait. Et en s'inspirant un petit peu de ça, je mets une petite pointe d'ail, je mets un peu de piment, parce qu'il faut du piment pour que ça balance, et quelques gouttes de sauce de soja pour l'assaisonner, et arrosé d'un peu de jus de citron vert, et juste dessus les feuilles de basilic thaïlandais. Mais il ne faut surtout pas les cuire, il faut juste les poser comme ça, elles viennent se plaquer par la chaleur, elles s'assouplissent dessus, vous servez ça tout de suite. Et ça, c'est très très bon, immédiat. Ça peut se faire au coin d'une rue sur un réchaud. Et c'est bon. Mais je me souviens, bon, ça remonte à un certain temps, tu faisais des viandes très traditionnelles dans des bouillons qui étaient très parfumés, non? C'était en 1920. Bon, c'était pas préparé, il se souvient pas. C'est le gros problème. Non, il y a des techniques, faire braiser des jarrets de veau avant, ensuite, par exemple, le faire bouillir. On peut faire certaines pièces qui ont tendance à être un petit peu sèches ou dures, les traiter préalablement dans un bouillon, ensuite finir de les rôtir, les glacer, les lustrer. Bon, ça peut être ça, mais ça n'a rien de particulièrement. Non, mais c'était dans le service, c'est-à-dire que c'était dans une soupe extrêmement parfumée. Il y avait toute une série d'éléments qui étaient assez traditionnels de cuisine française, mais le bouillon, lui, était extrêmement parfumé et ressemblait à vraiment un consommé parfumé au gingembre, tout simplement. Ça, ouais. Un bon consommé de bœuf avec une toute petite infusion de gingembre. Mais le gingembre, il faut le mettre, c'est comme le poivre d'ailleurs, il faut le mettre juste avant de servir parce que ça s'évapore très vite. Et si ça reste de toute façon trop longtemps, ça va donner trop de piquant et plus assez de parfum. Il restera que la partie piquante et les saveurs, elles se seront évaporées. Mais bon, les bouillons, si j'ai eu fait un consommé de pigeon aussi, un petit pot-au-feu de pigeon qui était aussi parfumé à l'anis étoilé avec la cuisse du pigeon faite dans un petit chou farci. Donc ça, c'était un peu auvergnat, si on peut dire. Le pigeon cuit dans ce bouillon-là, fait avec des carcasses de pigeon, donc, pour avoir un bon goût de pigeon, parfumé à la badiane. La badiane, c'est un classique dans la cuisine chinoise en alliance avec le pigeon. Les pigeons sont souvent assaisonnés avec de l'écorce de citron et de la badiane. Ça devait être ça. Ce dont on voit, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à la description des plats, c'est vraiment des plats qui, au départ, sont basés sur de la technique, sur des bases de cuisine française. Bon, c'est le consommé, et puis c'est tout le travail après sans excès de recherche d'élargissement de saveur. Techniquement, j'ai employé le terme consommé. En fait, je ne fais jamais de consommé parce que le consommé, ça suppose la clarification et tout ça. Et là, on devient trop technique. On le dépouille, je préfère procéder par décantation. En fait, je suis plutôt bouillon, comme les Asiatiques, justement, plus concentré. Ça n'a pas besoin de briller, de toute façon, puisque c'est réutilisé. Jacques ? Un plat typique qui nous suit depuis longtemps, c'est avec Laurent, on était parti faire un festival des cuisiniers de la Méditerranée au sud de l'Italie, et il y avait des cuisiniers de tous les pays qui bordent la Méditerranée qui étaient représentés, et notamment il y avait la cuisinière du roi du Maroc qui était là et qui a préparé une pastilla de pigeon extraordinaire avec des grosses marmites, des pigeons entiers qui étaient en train de cuire pendant plusieurs heures dans un bouillon très épicé. Et
puis derrière, parce que c'est une vraie cuisine de femme, la cuisine marocaine, des petites mains qui ont défait la chair des pigeons, des os, et qui ont fait une pastilla. Et nous, à partir de là, on a fait un plat qui nous suit depuis longtemps, je disais, c'est une pastilla de pigeon, bien épicée avec des amandes, qui mélange le salé et le sucré, et avec un pigeon rôti et une sauce au cacao. Voilà un peu pour moi l'image d'une cuisine fusion, c'est-à-dire aller chercher des épices, aller chercher des techniques d'une cuisine étrangère, le transformer, le transformer par rapport à sa personnalité aussi, parce que une cuisine pour moi c'est le reflet de la personnalité du chef. C'est ce qui va faire qu'un chef va à un moment ou un autre se faire connaître ou sortir du lot, c'est que la cuisine va correspondre aussi à sa personnalité. Et pour moi, le chef doit être aussi un vecteur à travers sa cuisine d'un message. Et moi, pour nous, le message, c'est l'ouverture vers le monde, l'ouverture vers les autres. Et pour moi, la cuisine fusion, c'est ça. C'est essayer de rassembler à travers la cuisine plein d'énergie positive qui vont amener vers les autres, finalement. Patrick ? Oui, le pigeon au cacao, avec la pastilla. Donc le pigeon au cacao. Non, mais ça va. On parlait de bouillon, je fais ça depuis très longtemps. Je fais de l'huile de homard depuis 20 ans, avec les carcasses de homard. Et donc, un jour, ces carcasses de homard, au lieu de les jeter à la poubelle, j'ai remis de l'eau dessus, avec toutes les épices qu'elles contenaient. Et je les laissais frémir pendant 7-8 heures comme ça. Je les passais au tamis et ça avait un goût extraordinaire. Et de ce bouillon, je l'ai servi un petit peu comme... presque comme un apéritif. D'ailleurs, un bouillon en Asie, c'est très apéritif. Quand vous mangez une soupe dans la rue, elle est souvent pas de quantité importante, mais c'est très apéritif. Outive, je ne sais pas comment on le dit. Excusez mon français, je n'ai pas été longtemps à l'école. Et donc ce bouillon m'a toujours excité et je le fais depuis très très longtemps. Alors je le fais suivant les produits qui passent par là, parce que la cuisine dont on parle aujourd'hui aussi, elle est des fois instinctive. Quand il y a une pratique culinaire assez avec du passé, on est programmé dans notre tête quand même. On sait le goût d'une Granny Smith, on sait le goût du citron, on sait le goût du lime, comme disait tout à l'heure William. Enfin, donc on peut aussi faire une cuisine comme ça. On pourrait faire, nous, là, les cuisiniers, faire une cuisine au coin de la rue avec un fourneau et des produits qu'on nous donnerait. Je pense qu'on serait tout à fait capable de donner des saveurs. Et sans, je pense, mélanger n'importe quoi. Parce qu'on ne le ferait pas par hasard, quoi. Par rapport au Japon, j'aime beaucoup le wasabi, c'est un produit extraordinaire. Alors, le wasabi, qui est une racine qui coûte très cher au Japon, bien sûr, je ne l'utilise pas beaucoup parce que j'en ai de temps en temps quand des Japonais passent par là, ou des amis qui vont au Japon, ou ma fille qui est hôtesse de l'air qui m'en ramène assez souvent. Mais bon, moi, c'est un produit que j'adore, et donc je fais une nage de Saint-Jacques au wasabi. Donc la nage est une base classique de nage, comme on fait toujours en France. Et je râpe mon wasabi au dernier moment, qui donne ce goût subtil. C'est loin d'être de la moutarde, même si de la moutarde c'est bon. Je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, je fais ça avec ce produit typiquement japonais. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi le wasabi n'est pas cultivé en France. Peut-être qu'un jour ça viendra, ou peut-être que ça existe, c'est juste que je ne suis pas au courant. Si quelqu'un dans la salle sait que le wasabi est cultivé en France, faites-moi signe. Et puis autrement, je fais après c'est tourteau. Donc le tourteau, vous savez, la Bretagne est un pays où on pêche beaucoup de tourteaux jusqu'à la mer d'Irlande. Et à Roscoff, il y a un port important pour ça. Donc moi, je fais beaucoup de tourteaux décortiqués que je mélange avec des artichauts, c'est mon pays, et une algue que j'adore, qui est le wakame. Et le wakame que j'utilise ne vient pas du Japon, parce que, pour information, aujourd'hui en Bretagne, on vend des algues aux Japonais. Et à l'île d'Ouessant, on fait de la culture de wakame, qui est une algue d'origine japonaise, qui n'existait pas avant en France, mais qu'on a importée. Et donc aujourd'hui, on cultive du wakame, et que j'utilise à peu près toute l'année. Voilà.
Et je sers ça avec un lait de coco au curry. Donc vous voyez, c'est un mélange. Cette épice de curry qui n'est absolument pas normalement utilisée au Japon, je la mets dans un bouillon de coco avec du wakame. Voilà. Alors, si on essaye de lister des choses qui n'existaient pas ou quasiment pas, sauf dans des restaurants de spécialité et qui existent aujourd'hui au quotidien, quand on fait la carte de tous les chefs, je sais pas, moi je note par exemple l'apparition des nems, mais à grande échelle, c'est-à-dire qu'on en trouve dans presque toutes les cartes, des nems et même des nems, je sais pas, chez toi il y a des nems de dessert. Donc on est allé loin dans l'intégration. Oui, bon, on fait des nems c'est un dessert, mais c'est vrai que c'est la déclinaison d'une recette. On a appelé ça nem parce que dans l'esprit du pliage, mais bon, ça n'a rien à voir avec un vrai nem. Oui, Oui. mais la notion de nem et la notion de raviole aussi, qui s'est quand même énormément étendue, qui était quand même limitée en cuisine classique et qui est devenue extrêmement développée. Il y a pratiquement plus une seule carte, je sais pas, où il n'y a pas une raviole qui est quelque part. La notion de